Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de UNIT, le podcast dédié aux énergies vertes. Je suis Marianne Montiel et nous allons aujourd'hui aborder un thème nouveau dans ce podcast, à savoir le stockage de l'électricité. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Xavier Perminjard, qui est directeur d'activité photovoltaïque chez UNIT. Bonjour Xavier. Bonjour Marianne. Merci beaucoup d'être avec nous. Les auditeurs, Xavier, te connaissent bien. Tu es un petit peu le VIP de ce podcast. Tu es déjà venu à plusieurs reprises. Je rappelle donc que tu es directeur d'activité photovoltaïque chez UNIT et à ce titre, tu travailles évidemment sur de nombreux projets de centrales en développement ou construction. Et tu t'intéresses aussi à l'actualité brûlante du secteur. Et donc, tu es bien placé pour nous parler des fameuses batteries au lithium qui occupent le devant de l'actualité en ce moment. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et je te pose cette première question. Pourquoi est-ce que le stockage de l'électricité est devenu incontournable aujourd'hui ? Alors, pourquoi il devient incontournable, je dirais, puisque jusqu'à très récemment, sur un réseau comme celui qu'on a en France, qui est très stable, notamment dû à notre nucléaire historique et une base qui est vraiment constante de production d'électricité, il n'y avait pas de réel besoin. Mais avec l'intégration de plus en plus prononcée des énergies variables, que sont le solaire, l'éolien ou l'hydroélectrique au fil de l'eau, on commence à avoir de plus en plus de variations de la production d'électricité. Or, il est primordial que sur le réseau, à tout moment, la production soit strictement égale à la consommation. Et comme la production ENR est pas constante, elle peut être relativement prévisible, mais elle est pas constante, on commence à avoir de vrais besoins d'avoir des capacités pour équilibrer le réseau en permanence, que peuvent être donc des batteries au lithium, ce dont on va beaucoup parler aujourd'hui, ou d'autres types de technologies, mais on va les évoquer un petit peu plus tard. En tout cas, voilà, le réseau électrique aujourd'hui en Europe, il est à 50 Hz. Il doit rester en permanence à 50 Hz. Or, quand il y a trop de consommation d'un côté ou trop de production, à l'inverse, il y a un déséquilibre du réseau qui pourrait conduire, dans le pire des cas, à un blackout, raison pour laquelle on va vouloir équilibrer le réseau. Historiquement, c'est surtout avec des centrales à gaz qui peuvent démarrer assez rapidement, qui permettent de faire l'appoint en cas de besoin, qu'on arrive à équilibrer le réseau en mettant plus de production électrique, mais c'est aussi en arrêtant certaines unités de consommation. Je pense à des usines de production d'aluminium qui sont extrêmement énergivores, qui ont des contrats aujourd'hui avec le gestionnaire de réseau de transport qui est RTE pour pouvoir arrêter leur consommation ponctuellement s'il y a un besoin pour pouvoir équilibrer ce fameux réseau. Tu parles de blackout, est-ce que c'est ça le problème principal quand on parle de sécuriser le réseau finalement, avec cette histoire de fréquence qui doit rester autour de 50 Hz? Tout ce qui est sécurité du réseau électrique finalement, c'est vraiment autour de ça? Ouais, exactement. En fait, c'est vraiment ce qui risquerait d'arriver. Ça c'est arrivé d'ailleurs ponctuellement. Ça fait un moment là, que c'est pas arrivé en France, mais oui, c'est ça qu'on craint. Donc finalement, ce que tu m'expliques, c'est qu'aujourd'hui, comme on a de plus en plus d'énergie renouvelable, à savoir notamment le solaire et l'éolien, ça crée des perturbations sur le réseau et pour être certain d'avoir une bonne fréquence et que la fréquence soit continue, on a besoin d'avoir des technologies de stockage pour équilibrer l'offre et la demande, en fait, la consommation et la production. Exactement. J'imagine que ça a aussi des conséquences sur les prix, non? Le fait que l'offre et la demande varient. Bah oui, c'est ça. C'est que les prix sont extrêmement volatiles et peuvent même être négatifs. On a pu voir ces dernières semaines qu'il y avait de plus en plus d'épisodes de prix négatifs. D'ailleurs, ceux qui se promènent cet été dans les régions où il y a pas mal d'éoliennes peuvent constater que tous les week-ends, en fait, elles sont à l'arrêt. Pourquoi ? Parce que on va demander aux producteurs d'énergie qui peuvent le faire. Toutes les centrales ne peuvent pas être arrêtées à la seconde, mais pour ce qui est de l'éolien ou du solaire, c'est plus facile de les débrancher instantanément. On va leur demander de couper leurs installations parce que sinon il faudrait payer pour injecter sur le réseau. Voilà, c'est un phénomène qui est en train de se multiplier. On pouvait le voir plus fréquemment dans d'autres pays, je pense à l'Australie par exemple, mais c'est assez nouveau et c'est directement lié à l'arrivée des énergies renouvelables en masse et à des productions qui sont de plus en plus importantes sur ce marché européen. Quand tu dis donc des prix négatifs de l'électricité, on est d'accord déjà, c'est pas les prix pour le consommateur. C'est sur le marché de gros, oui, tout à fait. Et
payer pour réinjecter ensuite de l'énergie, c'est parce qu'il y a des coûts, j'imagine, de redémarrer les centrales. Ça crée des surcoûts En de fait, c'est ça. Il y production. a des centrales qui sont simples à éteindre et à redémarrer. Je pense encore une fois aux centrales solaires. Il y en a d'autres pour qui c'est beaucoup plus compliqué, hein. Des centrales pour lesquelles, une centrale nucléaire, par exemple, on n'appuie pas sur un bouton pour l'éteindre. Et d'autres pour qui le coût de arrêter une centrale à midi, par exemple, pour la redémarrer le soir, est supérieur au coût qui serait celui de payer pour continuer d'injecter l'électricité produite par la centrale. C'est ça qui conduit notamment à ces épisodes de prix qui sont négatifs sur les marchés et qui justifie, on va y venir je pense un petit peu plus tard, mais le fait que si on peut stocker de l'électricité pendant ces épisodes de prix négatifs pour les revendre à un moment où ils sont positifs, il y a un business model qui est en train d'apparaître à ce niveau-là. D'accord. Alors, tu as donc expliqué que c'était par rapport surtout à l'intermittence et à la variabilité des énergies renouvelables. Alors, j'ai quand même une question, moi, que j'ai envie de te poser. Aujourd'hui, on sait qu'on a un réseau électrique qui est extrêmement interconnecté, à la fois entre les différentes régions françaises, mais aussi avec nos voisins, que ce soit, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et cetera. Est-ce que cette interconnexion, finalement, elle est pas suffisante? Pourquoi est-ce qu'on a besoin autant que ça de développer du stockage? Est-ce que l'interconnexion ne permet pas de compenser tout ça? Alors non, parce qu'elle est limitée en fait. Alors il y a aujourd'hui, c'est un des gros sujets que promeut l'Union européenne, hein, c'est d'essayer de multiplier les interconnexions. À un moment donné où il y a des besoins en électricité en Allemagne et qu'il n'y a pas de vent en Allemagne ni de soleil, on puisse injecter l'électricité qui serait produite en Espagne par exemple. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des capacités entre la France et l'Espagne par exemple qui sont de quelques centaines de mégawatts, voire de quelques gigawatts de connexion. J'ai pas les chiffres en tête, mais en tout cas, ça fait des goulots d'étranglement qui font que les marchés ne sont pas complètement interconnectés. Même si l'Europe met beaucoup de moyens sur la table aujourd'hui pour essayer de faire en sorte que c'est... par exemple, il y a un câble entre la France et l'Irlande qui est en train d'être construit. Il y a pas mal de câbles de ce type-là qui sont aujourd'hui en chantier. Ça prend énormément de temps. Mais c'est ça qui explique qu'aujourd'hui, on a quand même des marchés qui restent dans une certaine mesure nationaux. Et donc, malheureusement, quand il n'y a pas de vent dans une région de la France, il y a peu de chances qu'il y en ait énormément dans la région frontalière. Alors, ce qui est assez paradoxal finalement quand on parle de stockage d'électricité, c'est que le courant électrique sous la forme qu'on lui connaît, c'est-à-dire en fait un flux d'électrons, ne peut pas être stocké comme tel. L'électricité doit être convertie, elle doit être transformée afin d'être stockée. Exactement. En fait, l'électricité, ça se distingue quand même par son côté immatériel. Donc c'est ça qui fait que ça peut être transporté quasi instantanément de l'Espagne à l'Allemagne, pour reprendre ce que je disais juste avant. Mais en revanche, ça la rend très difficile à stocker. Donc il faut la transformer. Et aujourd'hui, les moyens qu'on a de stocker l'électricité, il y en a plein, hein. Ils sont très différents. Les plus connus, je pense que ça va être les STEP, stations de transfert d'énergie par pompage, ou d'électricité par pompage, je ne sais pas exactement, qui consiste en fait à avoir deux lacs avec une différence d'altitude. Et quand il y a trop d'électricité, on pompe, et quand il y en a besoin, on turbine dans l'autre sens. Je ne m'attarde pas là-dessus, mais si on doit faire un petit florilège de tout ce qui existe sur le marché aujourd'hui, on a aussi l'air comprimé, par exemple, qui consiste à comprimer un gaz quand on a de l'électricité et à le détendre quand il y a besoin de faire tourner une turbine. Il y a des technos plus originales, hein. Là, je suis toujours dans ce qui est le stockage mécanique. Et par exemple, il y a une startup suisse là qui passe à l'échelle industrielle avec son produit qui est finalement des espèces d'énormes tours avec des blocs de béton qui vont être montés lorsqu'il y a un surplus d'électricité et redescendus et par gravité vont produire de l'énergie. On a aussi dans la même veine des volants d'inertie. Donc là, l'idée, c'est de faire tourner sous vide des énormes blocs de béton et de les ralentir quand il y a besoin de récupérer finalement l'électricité sous forme cinétique. Le moyen de stocker qui est le plus connu et le plus proche de ce que nous on peut voir en tant que particulier, ça va être l'énergie thermique finalement. On a le ballon d'eau chaude sanitaire qu'on connaît tous, et à une échelle industrielle, on a des centrales aujourd'hui qui, via des sels fondus, en fait, font chauffer des matériaux très conducteurs quand il y a de l'énergie, pour ensuite, via de la vapeur d'eau, faire tourner une turbine finalement comme le fait une centrale nucléaire. Ce qu'on connaît également comme type de stockage, et je vais arrêter de m'étendre là-dessus parce qu'on pourrait en parler longtemps, mais il y a le stockage chimique, c'est typiquement le cas de l'hydrogène, où on peut faire de l'électrolyse de l'eau grâce à un courant électrique pour le transformer en hydrogène, soit pour stocker, soit pour l'utiliser en tant que tel pour produire dans des procédés industriels par exemple.
Et enfin, celle qu'aujourd'hui nous à laquelle on s'intéresse le plus, pardon, c'est le stockage électrochimique. Donc il y a pas mal de techno, le sodium-soufre, nickel-cadmium, etc., etc. Mais celle qui est la plus connue, c'est celle au lithium-ion. Pourquoi? Parce que c'est typiquement les types de batteries qu'on a dans nos téléphones portables ou qu'il y a dans nos futures voitures électriques. D'accord, donc il y a vraiment tout un panel de technologies, là tu en as évoqué plusieurs. Je me permets juste de préciser à ce moment de l'épisode qu'en effet, sur par exemple les STEP, qui sont donc les stations de transfert d'électricité par pompage, comme tu l'as très bien dit, on fera probablement un épisode sur le podcast pour en parler plus en avant, et on évoquera peut-être aussi dans tout ce qui va toucher à l'hydrogène. Mais aujourd'hui, on va se consacrer plus précisément, donc comme tu le disais, sur les batteries au lithium. Alors, comment ça fonctionne et qu'est-ce que c'est les avantages et les inconvénients en fait de cette technologie-là? Parmi les avantages, je pense que l'un des principaux aujourd'hui, c'est que ça va être facile de le déployer à grande échelle et que finalement aujourd'hui, une batterie au lithium, un bloc batterie, c'est un conteneur qu'on va déposer sur un site. Donc effectivement, il y a pas mal de travaux de VRD, de branchement, etc. à réaliser, mais c'est assez simple à mettre en place. La densité aussi de ces batteries, c'est-à-dire qu'on arrive à stocker beaucoup de mégawattheures dans des containers aujourd'hui qui sont de taille assez restreinte. Pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on arrive à mettre 4 ou 5 mégawattheures dans un conteneur de 20 pieds. C'est quasiment 2 fois plus qu'il y a quelques années, donc on est en train aussi de s'améliorer de ce point de vue-là. 20 pieds, tu nous parles avec la métrique. Ouais, le transport maritime, effectivement, c'est à peu près 6 mètres de long, ouais, pardon. Et puis, il y a aussi un intérêt assez important et intéressant, c'est la faible perte entre la charge et la décharge. Si on fait parallèle avec l'hydrogène, même si on fera un épisode là-dessus, il faut se dire qu'on perd 35% de l'énergie en transformant l'électricité en hydrogène, et même chose dans l'autre sens. Ça veut dire que sur un cycle hydrogène-électricité, on perd 70% de l'électricité initiale. Là, sur du stockage par lithium, aujourd'hui, on est autour de 8%. En dessous de 8%. Et ça s'améliore considérablement. Donc c'est quand même très intéressant de ce point de vue-là. Voilà, après, il y a plein d'autres points à prendre en compte. D'ailleurs, si on vient aux inconvénients de ce type de stockage, déjà, il faut aller récupérer le lithium. Ça, c'est aujourd'hui, on en parle pas mal. C'est-à-dire que c'est un impact environnemental qui est très loin d'être négligeable, notamment en ce qui concerne la consommation en eau. Aujourd'hui, un des pays qui exploite le plus de lithium, enfin qui exporte le plus de lithium, c'est le Chili, où il y a des gros sujets de manque d'eau et le fait que il y a une partie de l'eau qui est détournée vers les mines de lithium. Et il y a aussi la sensibilité à la température. C'est vrai que les batteries, il faut les refroidir finalement. Donc ça fait une consommation d'électricité et d'énergie qui est aussi importante lorsqu'on est dans des cas de figure où il fait chaud à l'extérieur et donc faut refroidir la batterie. Un autre point qui, pour le coup, est en train de s'inverser sur les inconvénients de ce type de batterie, c'est leur prix aujourd'hui. On dit souvent que le solaire, c'est l'énergie qui est la moins chère du monde aujourd'hui, le photovoltaïque. En tout cas, les électrons produits par les centrales solaires sont de loin aujourd'hui les électrons les plus compétitifs. Mais il ne faut pas oublier que si on rajoute, pour qu'on ait une énergie qui ait du sens, il faut qu'elle soit aussi pilotable et et qu'on puisse l'utiliser au moment où on a besoin. Donc pour ça, quand on rajoute la brique stockage au solaire, ça renchérit considérablement le coût de l'électron. Donc c'est vrai que c'est un des sujets aujourd'hui qui fait que effectivement le solaire plus batterie reste plus cher que d'autres moyens de production comme le charbon ou le gaz. Mais il faut bien avoir en tête qu'on est au début finalement de l'industrialisation, on va dire, des batteries, et que les coûts ont tendance à fortement baisser, et que je pense que dans un avenir qui n'est plus si lointain, le couple solaire photovoltaïque plus batterie sera devenu le plus compétitif. On peut faire le rapprochement avec finalement le prix des panneaux solaires il y a encore 20-30 ans qui était beaucoup plus élevé et qui a drastiquement baissé dans les dernières années. Même il y a 5 ans, les prix se sont effondrés. Alors c'est sûr que si on compare à il y a 20 ans, ça a été divisé par 100. Mais effectivement, là aujourd'hui, puisqu'on parle du prix des batteries, en 2010, c'était environ $1 300 par kilowattheure. En 2023, on est à 139 dollars du kilowattheure. Donc voilà, divisé par 10 en 13 ans. Et on estime qu'on est sur une baisse tendancielle de moins 10, moins 15% par an. Là, voilà, on devrait être sous les $100 du kilowattheure avant 2030. J'ai même lu quelque part, ce serait dès fin 2025. Donc vraiment, on a des prix qui s'effondrent, et c'est assez logique puisque on voit des capacités de production qui aujourd'hui sont en train de se multiplier. Alors beaucoup en Chine, mais aussi en Europe. Il y a une usine là dans le nord dont on parle beaucoup, qui est
monté par un groupe grenoblois qui s'appelle Vercor, et d'autres projets de Gigafactory en Europe. Et c'est directement l'installation de capacité de production qui conduit à la baisse des coûts de ces batteries. D'accord. Alors, tout à l'heure, tu as dit justement qu'un des inconvénients aussi du lithium, c'était que c'est un minerai qu'on avait besoin aujourd'hui, en tout cas, d'importer en France, qui vient, je crois, principalement du Chili, de l'Australie, etc. Je ne peux pas ne pas te poser la question. On entend beaucoup parler d'un gisement colossal de lithium qui a été découvert dans l'Allier, en France, donc dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ça suscite un très grand débat sur justement la possible mise en exploitation en 2028. Alors, je sais que le débat public vient de se terminer en début juillet et qu'on attend aujourd'hui les retours sur ce débat. On n'a pas une mine en France depuis un demi-siècle à peu près. Est-ce que l'or blanc, comme on surnomme le lithium, est-ce que l'or blanc justifie de repartir dans ce sens ? Moi, mon avis, c'est complètement. Après, on rejoint le débat qu'il peut y avoir aujourd'hui autour de l'éolien ou du solaire, hein. C'est-à-dire que tout le monde a envie d'électricité, mais personne ne veut voir d'éoliennes depuis son balcon. À un moment donné, il faut aussi se dire, qu'est-ce qu'on préfère ? Est-ce qu'on préfère se dire que le lithium, ouais, c'est propre, pas de problème. Moi, je vois bien que ma batterie, elle est clean quand elle arrive dans ma voiture. Ou est-ce que on veut voir à quoi ressemble une mine au Chili ou en Australie ou dans d'autres pays, parce que finalement, c'est pas les pires ceux-là, mais dans des pays où il y a moins de contraintes environnementales et où finalement les gens font n'importe quoi et sont peu contrôlés dans la façon dont ils exploitent les mines. Moi, je trouve ça extrêmement pertinent de se dire que avoir une mine en France, dans l'Allier, c'est un moyen d'avoir un contrôle sur la façon dont est exploité le lithium, au-delà de l'indépendance énergétique et industrielle, hein, qui évidemment, aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais il faut aussi savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'aujourd'hui de produire, je crois que c'est autour de 700 000 à 1 million de batteries sur ce site, grâce à ce site-là, grâce aux 118 millions de tonnes que pourrait permettre d'extraire annuellement cette mine. Et puis je sais qu'au-delà de ça, donc c'est Imerys, hein, l'entreprise qui risque d'exploiter ce gisement, fait beaucoup de communication aujourd'hui. Alors il faudra voir ce que c'est dans la réalité, mais sur le fait que 90% de l'eau sera recyclée dans cette mine, que le transport se fera pas par camion, mais via des canalisations et en train, etc. Moi, je trouve qu'on a là un très beau moyen d'exploiter de façon plus propre, parce qu'il faut pas se leurrer, hein, il y aura des impacts, il va y avoir des impacts paysagers, il va y avoir des pollutions contrôlées, et donc oui, moi je suis tout à fait pour autoriser ce projet. Derrière aussi les questions environnementales qui sont évidemment primordiales, on a aussi toute cette question économique et puis de réindustrialisation éventuellement, de souveraineté énergétique comme tu l'as dit. Donc c'est un sujet assez complexe. Ça va être intéressant de suivre en tout cas le compte-rendu du débat et de voir ce qui se décide dans les prochaines années. Alors, Unit, comme d'autres opérateurs, est en train de développer aujourd'hui des centrales de stockage stationnaires par batterie. Alors déjà, qu'est-ce que c'est exactement et quel est finalement le business model que vous poursuivez en développant ce type de projet ? Alors, il est encore en cours de définition, c'est bien le sujet, comme on va pouvoir en parler là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce type de projet aujourd'hui ? C'est des projets qui sont assez simples, on commence à en voir émerger dans le paysage industriel français, mais c'est des containers, donc comme des containers maritimes, qui sont positionnés donc en lot, à proximité en général d'un poste source, un poste où on va pouvoir se brancher sur le réseau électrique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si nous on a des projets qui avancent bien, le business model de ces locaux batteries, il y a plusieurs choses qui se dessinent. Le premier, c'est de faire ce qu'on appelle du service système fréquence. On en parlait en introduction de l'épisode. Aujourd'hui, RTE, un de ses gros enjeux, c'est de faire en sorte que le réseau soit stable et à l'équilibre. Donc, il y a plusieurs moyens pour ça. Soit arrêter des gros consommateurs quand il y a trop de demandes, soit enclencher des systèmes de production quand il y a trop de demandes, justement pour équilibrer le réseau. Les batteries pourraient participer à ce soutien de fréquence en faisant ce qu'on appelle du service système et en étant payées pour être disponibles quand RTE le demande. C'est-à-dire que l'idée, sans rentrer trop dans le détail, c'est d'avoir des capacités à disposition et d'être capable d'injecter en quelques millisecondes pour soutenir le réseau, en fait, pour ce qu'on appelle la réserve primaire. Donc c'est jusqu'à 15 secondes. Ça veut dire qu'en moins de 15 secondes, il faut être capable d'injecter une quantité importante d'électricité, ou la réserve secondaire qui va jusqu'à 15 minutes, je crois, en tout cas, c'est l'ordre de grandeur. Un autre moyen
Le second moyen pour nous, c'est de se dire qu'on va gagner du CAPEX, donc des coûts de construction sur nos centrales photovoltaïques, par exemple. Je m'explique, c'est-à-dire que lorsqu'on construit une centrale solaire, par exemple, de 10 mégawatts, on va devoir demander un raccordement pour injecter toute cette production. Et parfois, c'est un petit peu surdimensionné, enfin même la plupart du temps, notre raccordement peut être surdimensionné parce qu'on va utiliser la capacité maximale d'injection du raccordement que très peu de temps dans l'année, c'est-à-dire au moment où la centrale produira à son maximum, euh, où il y aura les meilleures conditions d'ensoleillement et de production. Et donc finalement, de se dire qu'on va pouvoir sous-dimensionner un petit peu ce raccordement, donc par exemple la taille du câble qui va nous raccorder au réseau Enedis, tout en stockant une partie de l'électricité sur les moments où on a vraiment de la forte production et réinjecter la partie stockée une fois que la centrale solaire n'injectera plus. Ça peut être un moyen de gagner, en tout cas, des coûts sur le raccordement. Ce que tu m'avais expliqué, c'est que les câbles, en fait, c'est pas une question de longueur, c'est une question de largeur du câble, c'est ça. Si on a besoin d'injecter beaucoup dans le câble, via le câble, il faut que ça soit très large. Oui, alors il y a effectivement la section du câble, mais aussi et surtout le matériau, hein, est-ce qu'on est en cuivre, est-ce qu'on est en alu, etc. Donc tout ça, ça a un impact fort sur le coût final du raccordement. Donc ça, c'est deux moyens de rentabiliser une batterie, sachant qu'aucun d'entre eux aujourd'hui ne suffit en tant que tel pour avoir un business model qui soit équilibré pour les batteries. Un troisième moyen qui commence à apparaître, qui va rejoindre les épisodes de prix négatif dont je parlais tout à l'heure, et qui permettra peut-être en tout cas d'avoir des projets rentables à assez court terme pour les batteries, c'est le fait de faire du trading d'électricité tout simplement, puisque il faut savoir qu'il y a un marché aujourd'hui qui s'appelle le marché Apex Spot, auquel à tout instant de la journée, il y a les prix de l'électricité qui varient, qui peuvent varier d'ailleurs très fortement. On parlait des épisodes de prix négatifs tout à l'heure, qui sont donc des épisodes où il vaut mieux pas injecter, parce que si vous injectez de l'électricité, vous devez payer. Mais il faut savoir qu'il y a des écarts de prix qui peuvent être très forts et qui ont tendance à s'accentuer. Par exemple, là, en avril de cette année, il y a eu, dans la même journée, le mégawattheure qui était à moins 150 euros, donc c'était autour de midi, et qui est monté jusqu'à plus 130 euros dans la soirée. Le grand écart. Exactement. Et là, on peut voir même pire que ça, hein, notamment sur d'autres marchés que la France. Mais il faut se dire que si là, vous êtes capable d'être payé 150 euros du mégawattheure à un moment donné et quelques heures plus tard de réinjecter pour un prix bien plus significatif, il commence à y avoir quelque chose d'intéressant qui se dessine. Malheureusement, aujourd'hui, c'est tout à fait imprévisible de savoir, en tout cas à si court terme, quels seront les prix. Mais c'est encore une fois un moyen, donc je dirais que c'est le troisième moyen peut-être de rentabiliser une batterie. Et les trois moyens que je viens de décrire sont complémentaires. Et l'un tout seul ne suffira pas à rentabiliser une batterie, mais un panachage des trois, je pense, est pertinent. Donc on a soit du soutien de fréquence avec RTE, soit vous pouvez obtenir finalement une diminution des coûts, ou alors on part carrément sur du trading d'électricité. C'est les trois axes pertinents aujourd'hui pour rentabiliser les centrales stationnaires de stockage stationnaire. Tout à fait. Et alors, si on quitte un petit peu cette échelle-là et qu'on revient plus à l'échelle individuelle, est-ce qu'aujourd'hui, pour une maison, par exemple, quelqu'un qui a installé des panneaux solaires en toiture et qui vise l'autoconsommation totale, j'imagine qu'une batterie lithium, c'est une solution d'appoint pour justement compenser l'intermittence des panneaux dont on a parlé au tout début. Eh ben, ça le devient, ouais. Il y a des pays, notamment en Allemagne ou dans d'autres pays européens, avec des variabilités des prix qui sont plus importantes encore qu'en France, où on observe que la plupart des raccordements de centrales photovoltaïques en toiture s'accompagnent de l'installation d'une batterie individuelle. Et avec la baisse des prix des batteries qui a démarré et qui devrait s'accentuer fortement dans les prochaines années, on estime qu'effectivement ça devient de plus en plus pertinent de stocker son électricité, d'autant plus que les prix des marchés de l'électricité, eux, devrait augmenter. Là encore, personne n'est vraiment en mesure de prévoir à plus de 2-3 ans ce que seront les prix de l'électricité, et ceux qui s'y risquent en général se trompent, mais c'est la tendance qu'on observe. Donc ça devient pertinent effectivement à l'échelle individuelle, même si c'est un secteur que je connais un petit peu moins. Alors, tu l'as dit en début d'épisode, aujourd'hui, finalement, ça va être très compliqué d'envisager l'avenir sans développer le stockage. Ça semble, on ne va pas pouvoir y couper, pour faire un mauvais jeu de mots. Mais lorsque on évoque finalement en fait toutes ces questions, tous ces développements, toutes ces technologies, il y a quand même une grande question qui se pose en arrière-plan. Est-ce que les énergies renouvelables cumulées au stockage, est-ce que ça sera suffisant, selon toi, pour couvrir la totalité de la consommation d'électricité en France ? Alors selon moi, oui,
Mais ce qui est intéressant, c'est que même selon RTE, c'est possible, qui est quand même peut-être un peu plus expert que je ne le suis. Donc oui, c'est clairement quelque chose vers lequel on peut tendre. Et un scénario même sans nucléaire est possible. Je dis pas qu'il est souhaitable ou possible à court terme, mais c'est clair que c'est faisable. D'ailleurs, on l'observe aujourd'hui certains pays. Donc pour l'instant, ça reste pour des courtes durées. Mais le Portugal, plusieurs heures dans la journée, plusieurs jours dans l'année même, est capable d'atteindre un mix 100% énergie renouvelable. D'autres pays comme la Norvège le font aussi régulièrement, même si eux ils ont beaucoup de barrages, donc c'est un petit peu différent. Ou je pense à l'Islande, mais c'est pareil, il y a énormément de géothermie, donc c'est triché, on va dire. Mais oui, clairement, c'est pour moi vers quoi on se dirige, et c'est certes c'est à moyen terme, mais c'est un scénario qui est tout à fait probable. Xavier, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Donc, je rappelle que tu t'intéresses particulièrement au sujet puisque tu es donc directeur d'activité photovoltaïque chez Unit. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous ferons probablement de prochains épisodes pour continuer de parler de stockage, notamment les fameuses STEP, mais également l'hydrogène ou éventuellement d'autres technologies. Donc, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast pour ne rien rater et pour en savoir plus sur l'avenir de l'électricité verte. Merci beaucoup, Xavier. Merci Marianne, à bientôt. Et puis pour ce qui est du groupe Unit, je rappelle que ce groupe développe depuis 37 ans des centrales photovoltaïques, éoliennes et hydroélectriques. Si vous qui nous écoutez, vous êtes propriétaire d'un grand terrain, d'un parking de bonne dimension, d'une friche ou d'une terre agricole, vous pouvez nous contacter aux coordonnées en commentaire. Merci pour votre écoute et à très vite sur le podcast.